Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le roi Mohamed VI a présidé hier à Rabat une réunion de travail consacrée à l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'Al-Haouz. Une série de mesures ont été annoncées, notamment des programmes de reconstruction et un ensemble de dispositifs visant donc à prévenir des impacts destructeurs de telles catastrophes à l'avenir. Sur les grands axes de ce programme d'urgence, nous revenons avec notre invité. Il s'agit d'Ahmed Azirar. Il est économiste en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, professeur Azirar. Bonjour Omar, bonjour. Alors, on attendait donc l'annonce de ce programme d'urgence. Un premier jet, entre guillemets, a été annoncé hier. Quelle réaction suite à ces grands axes? C'était attendu, hein, donc Sa Majesté a le pouls exact du royaume et donc depuis malheureusement la minute J de ce tremblement de terre, Sa Majesté est mobilisée et donc tout de suite a mis bien sûr en branle toute la machine institutionnelle marocaine, administrative, militaire, bien sûr, et privée, et a mobilisé, bien entendu, tout ce qu'il fallait pour que, malheureusement, les dégâts de ce tremblement de terre inédit qui a frappé le Maroc puissent être les plus réduits possibles. Alors, naturellement, et vous le savez, donc ça c'est un tremblement de terre à 7 degrés sur l'échelle de Richter. C'est une anomalie pour la région. C'est un séisme qui vient 60 ans après un autre, malheureusement, séisme qui a frappé Agadir, donc en 1960. Mais cette fois-ci, donc, ça a vraiment ébranlé tout le centre du Maroc. Ça a été ressenti un peu partout dans le royaume et même à l'extérieur du royaume. Alors, bien sûr, la mobilisation a commencé déjà parce que donc, nos militaires, mais également notre administration, même si au départ, naturellement, même l'administration a été touchée, donc les écoles, les dispensaires, les sièges des autorités, aussi bien élus que... Donc elle a été ébranlée, mais une fois, bien sûr, la surprise passée, donc tout le monde s'est mobilisé. Et heureusement, donc, nous voyons aujourd'hui que au moins les décès, présentant bien entendu nos sincères condoléances à nos compatriotes, nous sommes touchés dans notre chair et donc nous souhaitons aussi à tous ceux qui ont été touchés, donc ceux qui sont blessés, ceux qui souffrent aujourd'hui, à ce qu'ils soient rapidement rétablis. Alors, tout fonctionne naturellement, d'une manière organisée. Heureusement, aujourd'hui, les décès commencent à être définitivement stabilisés. Alors, on s'occupe bien sûr maintenant des blessés, mais on s'occupe surtout, et donc Sa Majesté, après la réunion déjà du dimanche, après les multiples réunions, donc on continue. Hier, donc c'est également cette grande réunion qui a tracé une feuille de route, bien entendu pour traiter les urgences, et vous en avez parlé. Donc les urgences, ça veut dire, bien sûr, aujourd'hui il faut abriter les gens, donc nous sommes en automne, et nous sommes dans des régions montagneuses. Il faut absolument que les gens qui ont tout perdu puissent être relogés, soit dans des logements ou dans des abris, bien sûr, momentanés, soit dans des endroits qui ont été, bien sûr, aménagés pour les accueillir décemment. Alors, naturellement, ceci ne suffit pas, et puisque la feuille de route royale est claire. Donc, d'abord, l'indemnisation. Tout de suite, il faut soutenir les gens, bien sûr, qui sont sinistrés aujourd'hui matériellement, financièrement. Et donc, un pécule important a été mis à leur disposition. Et puis, les ordres ont été donnés fermes pour que le programme de relogement puisse
être, bien sûr, réalisé le plus tôt possible, avec, bien sûr, tout un ensemble d'autres. Là, vous avez suivi le communiqué du Effectivement. cabinet royal est très clair. Effectivement, on parle parmi donc il y a d'abord donc disons une indemnisation d'urgence donc de 30 000 dirhams pour aux ménages en faveur des ménages concernés. Donc ce qui veut dire par la suite il y a aussi la reconstruction de 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés et l'État va donc apporter une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux et de réhabilitation des logements partiellement effondrés. Alors, si l'on lit ce communiqué aussi, on sent que on va se baser sur les fonds publics, mais aussi sur la contribution des organismes publics, disons les fonds financiers de l'État, la contribution des organismes publics, ainsi que la contribution du privé et des associations et aussi probablement de la communauté internationale. Comment cela va, selon vous, se structurer? Vous voyez, là, c'était une organisation comme le Maroc sait faire. Alors, nous avions vécu déjà, malheureusement, donc, la pandémie, et donc vous avez vécu, bien entendu, l'organisation de l'État. Alors, malheureusement aussi, ce séisme nous a donné également une image claire de l'organisation de l'État marocain. Donc d'abord, il a fallu bien sûr traiter les urgences, donc il faut ouvrir les routes, nous sommes dans des montagnes, nous sommes dans des situations bien entendu très très chaotiques parce que la destruction a été totale, bien sûr, des logements et tout ça. Donc il fallait s'organiser déjà sur ce plan et à ce niveau, vous avez suivi. Donc le Maroc n'a pas finalement recouru de manière massive à l'aide internationale. Pourquoi? Parce que ça aurait été le cas bis repetita de ce qui s'est passé malheureusement dans d'autres pays. Pensez à la Malaisie, à la Turquie, à Haïti surtout, lorsque bien entendu tout le monde a accouru croyant bien faire, mais malheureusement tout ça se traduit par justement un cafouillage. Et le Maroc a, fort de ses expériences internationales, a évité bien entendu cela et il a recouru à un appui ciblé sur des choses qu'il voulait bien entendu voir arriver rapidement. Ça c'est la première partie. Et puis la deuxième aussi, on s'est organisé sur le plan financier. Parce que vous savez, dans des conditions comme ça, il faut beaucoup d'argent naturellement. Alors, où trouver cet argent? Heureusement qu'il y a les Marocains. Et j'aime bien cette phrase qu'un étranger avait dite, donc il y a 2 jours ou 3 jours. La force du Maroc, bien entendu, c'est son État, mais c'est aussi et surtout les Marocains eux-mêmes. Donc, vous avez vu le fonds qui a été institué, et ça aussi, c'est une organisation précise de la part de l'État pour éviter, bien entendu, l'éparpillement, pour éviter éventuellement que des choses malvenues puissent intervenir donc, dans le sillage de ce malheur, malheureusement. Donc, les fonds puissent être centralisés. Et tous les fonds, naturellement, seront mis dans ce fonds, donc dans ce compte qui a été ouvert. Et ce sont aussi bien ceux qui vont venir, bien entendu. Et là, le Maroc a accepté, bien entendu, l'aide financière internationale. Il a remercié les dizaines et dizaines, bien sûr, d'États qui ont manifesté leur soutien au Maroc. Et certainement, bien entendu, l'aide financière serait bienvenue. Alors, il y a ce côté, mais il y a surtout le Marocain. Donc, vous avez vu, d'abord l'administration, d'abord l'État, le budget public a débloqué déjà les fonds d'urgence pour que les choses, bien sûr, puissent aller très rapidement. Et puis, tous les organismes publics, les territoires, les privés, bien entendu. Alors, vous avez vu, donc, ce n'est pas seulement le sang, ce n'est pas seulement la mobilisation pour justement acheminer les denrées et les choses d'urgence, tentes, etc., que les Marocains, naturellement, sont en train de continuer encore à acheminer.
mais c'est également la mobilisation par le biais de leur disponibilité financière, chacun selon ses possibilités. Donc là, vous voyez les réseaux sociaux partout. Donc on incite les Marocains à continuer à soutenir financièrement, parce que maintenant les denrées alimentaires et tout le reste c'est suffisant, donc l'État s'organise sur le terrain, tous les secours sont maintenant arrivés là où il faut. Donc il faut maintenant, bien entendu, que l'argent suive pour que justement ce qui a été décidé hier puisse aller aussi très rapidement. Et ça va aller très rapidement parce que, j'allais dire, heureusement, malheureusement c'est un malheur, mais peut-être que les zones montagneuses, aujourd'hui, les zones rurales, et ça a été déjà dit dans le texte du nouveau modèle de développement, il faut un nouveau modèle de développement pour ces régions, bien entendu, névralgiques, ces régions qui restent malheureusement encore en souffrance sur un certain nombre d'infrastructures, sur un certain nombre de conditions de vie, vont être certainement aujourd'hui organisées de manière sérieuse pour que cela ne se répète pas. Je vois. Alors, c'est important, ces points que vous venez d'évoquer. Il y a aussi le projet de pupille de la nation qui sera les orphelins seront donc considérés comme pupilles de la nation, et dans ce sens, des instructions ont été données pour que soit accélérée l'adoption de ce projet de loi dans les plus brefs délais. Alors, on reste avec vous sur le plan toujours économique, Ahmed Azirar. C'est par rapport, disons, il n'y a rien pour justifier peut-être même le fait de parler du coût, mais globalement, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée sur l'effort qui sera consenti financièrement pour réussir ces différentes phases d'urgence, mais aussi de reconstruction à long terme? Vous savez, dans des malheurs comme ça, l'argent importe peu, j'allais dire, et pourtant l'argent est nécessaire. Donc une vie perdue est une personne, c'est une famille, c'est un pays qui est touché, donc ça n'a pas de prix, vous le savez. Donc heureusement, j'allais dire aussi, donc la région, les grandes villes n'ont pas été touchées. Je vous donne un exemple. Là, la zone autour de l'épicentre, à 100 km, c'est quelque chose comme 4 millions d'habitants qui vivent dans cette zone. À 50 km, c'est à peu près 400 à 500 000 personnes qui habitent. Heureusement que Marrakech, qui est à 70 km, que Taroudant, que ces deux agglomérations qui sont grandes, donc Marrakech surtout, n'ont pas été très touchées. Et vous savez que ça aurait été une catastrophe, bien entendu, pour la ville, mais pour le pays aussi, que Marrakech soit touché, parce que c'est le centre numéro 1, bien sûr, du tourisme marocain. Et c'est une part importante, bien entendu, des rentrées de devises qui allaient, bien entendu, être touchées. Heureusement, j'allais dire. Je fais une comparaison. Vous savez, le dernier séisme qu'il y a eu en Turquie. Alors, les gens parlent de Turquie, etc., que c'est excellent ce qui a été fait, etc. Vous savez, c'est 10 millions. Les gens qui ont été, c'est-à-dire les zones dans lesquelles le dernier séisme a eu lieu, c'est 10 millions d'habitants. Vous savez combien il y a eu de morts finalement? C'est un peu plus de 150 000. Faites la comparaison avec, heureusement, ce qui s'est passé chez nous. Donc nous avons, je vous dis, 4 millions à peu près dans toute la zone qui a été secouée. Alors nous avons, heureusement, ça reste au niveau de 3 000. Donc vous voyez qu'un petit peu, c'est-à-dire la manière de vivre dans les montagnes, donc cet éparpillement, c'est un bienfait, c'est quelque chose de positif,
Mais c'est aussi, malheureusement, quand des malheurs arrivent comme ça, c'est aussi des choses négatives, parce que vous avez un éparpillement de la population sur des petits hameaux, des douars, sinon même des habitations individuelles, et auquel cas les secours sont très difficiles, parce que c'est des chemins de montagne souvent, c'est des chemins escarpés, c'est des éboulements, bien entendu, de montagne. Et ça, c'est... Donc vous voyez un petit peu, donc le coût maintenant, quel que soit le coût, Sa Majesté a dit qu'on va le prendre en charge naturellement. Alors nous comptons naturellement sur nos moyens propres, et le Maroc en a, parce que déjà, chaque année, vous voyez là, depuis les derniers malheurs qui ont touché le Maroc depuis une trentaine d'années, etc., l'État marocain a une expérience. Et vous savez, il y a un compte toujours dans le budget de l'État consacré à ces imprévus qui est là. Il y a également toute une formation qui a été donnée aux administrations, mais également au secteur privé, aux associatifs. Ce n'est pas suffisant pour l'associatif. Il faut continuer justement à enseigner la gestion de crise. Pas seulement la gestion de crise, parce que ce que vient de dire Sa Majesté va dans le droit fil justement des bonnes choses qu'il va falloir aujourd'hui que l'on s'habitue à faire, c'est qu'on doit éviter que la crise arrive. Il faut qu'on soit préparé à l'amont pour qu'à chaque fois, malheureusement, et ça il faut s'attendre, que bien sûr des événements, c'est la vie, des événements comme ça, voyez les inondations là, qui aurait prévu que ce malheur qui vient de frapper nos frères également libyens allait arriver? Mais c'est des choses qui arrivent, donc il faudrait aujourd'hui que le Maroc, que nos amis subsahariens également, parce qu'ils sont concernés aussi par beaucoup de choses, sécheresse, etc., donc que l'on puisse apprendre à nous préparer à l'amont à tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons les moyens. Il faut aujourd'hui que les habitations ne soient pas reconstruites sur le même modèle. Il va falloir réfléchir aussi. Est-ce qu'il faut véritablement aujourd'hui aller dans ce que nous ne voulions pas faire parce que nous respections les Marocains, Amazirs et Arabes, qui veulent vivre la liberté. Amazir en berbère veut dire homme libre. Il ne veut pas être coincé dans des villes, dans des hameaux, etc. Donc il veut vivre sa liberté, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des difficultés, il y a des ressources à optimiser. Il faut naturellement que l'on puisse s'organiser dans des villes moyennes, dans des petites villes organisées, bien construites, avec un habitat bien entendu décent, mais qui tienne la route contre bien sûr toutes les choses qui peuvent arriver. Je vous rappelle, nous sommes ici en plein Atlas. Ces constructions rurales, montagnardes, comme d'ailleurs une partie aussi, je suis originaire de l'oriental, c'était des constructions qui sont faites en pisé, c'est-à-dire battues, mais très solides. Donc c'est une construction très historique. D'ailleurs, vous voyez la muraille de Taroudante, qui est une merveille bien sûr historique. Heureusement, elle a résisté. Et vous voyez, elle est construite en pisé, elle est construite en terre. Alors, ces constructions tiennent la route, bien entendu. Ils tiennent à des siècles. Malheureusement, là, la mosquée de Tilmel, elle n'a pas résisté cette fois-ci. C'est ça. Certainement, on aura l'occasion, professeur, de revenir sur tous ces aspects. On continuera bien évidemment d'en parler aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, donc par rapport à ce programme d'urgence. En tout cas, vos explications étaient claires. Merci à vous pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes... Oui, assez rapidement, professeur, on a presque épuisé notre temps. Pour dire effectivement que le coût va être important, que les Marocains sont mobilisés, le font, etc., et que l'aide internationale va arriver. Maintenant, il y a le plus important,
Et nous l'avons vécu, nous sommes fiers justement de ce peuple. C'est l'immatériel marocain. L'immatériel a commencé par l'État marocain, mais également la solidarité justement des Marocains. Et cet immatériel est immensément important. Nous l'avons encore ici, mais également chez nos amis subsahariens, le Sénégal bien entendu, toute l'Afrique subsaharienne garde également ces liens très forts et heureusement que ça existe encore. Merci en tout cas, on l'a vu à travers donc ces dons des confréries religieuses du Sénégal. Merci à vous, professeur Azirar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.